Un zoo humain à Paris. C'était une réalité il y a un peu plus d'un siècle. Montrés comme des sauvages au jardin d'acclimatation, de nombreuses personnes exhibées tomberont malades et mourront. Entre 1877 et 1931, le jardin d'acclimatation, au bois de Boulogne à l'ouest de Paris, reçoit une trentaine d'expositions anthropozoologiques, comme on les appelle à l'époque. Pour ceux qui connaissent bien le jardin d'acclimatation de Paris, c'est souvent là où vous emmenez vos enfants pour vous promener le week-end, mais c'était un des lieux majeurs entre 1877 et 1931, où ont eu lieu quasi tous les ans une grande exhibition qui ramenait beaucoup d'argent. Pour ceux qui vont à la Fondation Vuitton, c'est au pied de la Fondation Vuitton, sur l'espace vert que vous voyez, où avait lieu le week-end, on venait un peu en famille voir ces troupes. Le journal amusant en fait le récit en août 1891. Jamais le jardin zoologique d'acclimatation n'a eu d'exhibition ethnographique aussi nombreuse, aussi complète, aussi pittoresquement variée que la caravane égyptienne qu'il présente actuellement au public. Cette caravane comprend 120 personnes, hommes, femmes et enfants, bédouins, fellahs, berbérins, swahili et plus de 80 animaux amenés de la région. Le public, admis à circuler dans ces constructions, peut se croire un moment transporté en pleine Égypte. Mais le cas du jardin d'acclimatation est loin d'être isolé. Pendant plus d'un siècle, du début du 19e à l'entre-deux-guerres, 30 à 40 000 personnes sont exhibées en Europe, en Amérique et au Japon. Sont majoritairement concernées des populations colonisées. Les zoos humains avaient 3 fonctions essentielles. La première, c'était de divertir, c'est du spectacle. On montre aux gens des choses qu'ils ne pourront pas voir. La deuxième, c'est de légitimer la race. On rend le racisme populaire. La différence, vous la voyez. Vous venez voir la différence. Il n'est pas comme moi. À partir du moment où vous croyez que l'autre n'est pas comme vous croyez qu'il y ait des races différentes. Et donc, à la hiérarchie des races, puisque s'il y a un visiteur et un visité, le visiteur se sent supérieur. Et puis, troisième dimension, vous légitimez les empires coloniaux. D'abord parce que ces exhibés étaient souvent présents dans des grandes expos universelles et coloniales, mais aussi parce que vous démontrez qu'il y a un travail de civilisation, donc de mission civilisatrice, pour les amener à la lumière. Et c'est un grand succès à l'époque. Ces mises en scène réunissent environ 1,5 milliard de spectateurs à travers le monde. Le 19e siècle fait naître le monde du spectacle. Le 19e siècle, c'est le moment où on commence à fabriquer du spectacle populaire. En gros, des impresarios ramènent des populations, les exhibent dans des lieux donnés, font payer un ticket d'entrée, on crée de la communication autour pour les faire venir. Affiches, cartes postales, la presse se fait aussi l'écho de la venue de ces populations. En 1892, le Petit Parisien annonce la présence d'une trentaine de Kalinas, amérindiens de Guyane et du Suriname, au jardin d'acclimatation. La chair rouge cuivre, les cheveux très noirs, l'œil vif, le visage ovale, le nez légèrement épaté. Les Caraïbes sont admirablement bâtis. Leurs femmes, sans être aussi jolies que nos Parisiennes, ne manquent point cependant d'un certain charme, malgré l'affreuse habitude qu'elles ont de se tatouer le visage. Les conditions de vie de ces personnes exhibées sont rudes. Si à l'époque les critiques sont rares, le journal La Cocarde, quotidien nationaliste, s'insurge du traitement des Kalinas. Le spectacle est navrant. Ayant à peine la force de marcher, tous leurs services se bornent maintenant à faire 1 ou 2 fois le tour de leur campement, toussant, crachant, geignant, ce ne sont plus que des squelettes propres à aller enrichir les collections ethnographiques et les galeries anthropologiques du Muséum d'histoire naturelle. Le tribut humain est lourd. Aujourd'hui, sur les 30 à 40 000 exhibés, on sait qu'il y a dû y avoir entre 1 millier et 2 milliers de morts en exhibition. Froid, maladie pulmonaire, tout simplement se confronter à des maladies, à des microbes qui n'existaient pas pour les Fugiens, par exemple, de la Terre de Feu du Chili, ou pour l'Afrique de l'Ouest, ou pour des populations qui venaient des Indes. Ils ont été confrontés à des maladies qui étaient quasi méconnues ou inconnues. 8 Kalinas meurent à la suite de leur passage à Paris en 1892. Devenus objets de science, leurs dépouilles sont alors étudiées. Encore aujourd'hui, les corps de 6 d'entre eux se trouvent au Musée de l'Homme à Paris. Le fait d'avoir un corps d'une population, entre guillemets, dite sauvage, c'est la possibilité pour les savants, anthropologues et ethnologues, de pouvoir l'étudier dans toutes ses dimensions. Donc le muséum, très naturellement, comme avec à peu près toutes les populations exotiques, demande à ce qu'elles soient transférées au Musée de l'Homme. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent, 130 ans plus tard, encore dans les réserves. Parce qu'après les corps, on les garde. Je sais, ça surprend énormément les gens, de découvrir qu'il y a plus de 10 000 ou 20 000 corps dans nos musées aujourd'hui en France. Parce que ces corps deviennent objets des collections publiques. Après plus d'un siècle de prospérité, le phénomène des zoos humains finit par se déliter dans les années 30. Les zoos humains vont s'arrêter, pas du tout pour une raison morale. Il y a beaucoup plus puissant que le zoo humain, c'est le cinéma. Quand le cinéma arrive, le temps des zoos humains s'éteint.
Il s'éteint parce que les histoires de King Kong sont beaucoup plus puissantes que les histoires que vous pouvez avoir dans un zoo humain. S'éteint aussi parce que le système colonial n'a plus besoin des zoos humains. Il est entré dans une nouvelle dimension, une nouvelle dialectique si vous préférez. On n'est plus au stade d'arriver dans le pays des sauvages, donc on n'a plus besoin de montrer des sauvages. On est en train de civiliser l'indigène. Et c'est différent, vous ne pouvez plus montrer des cannibales quand vous êtes en train de les civiliser. On passe à une nouvelle dimension. Et puis le public s'est lassé. De nos jours, expositions, livres, documentaires et films diffusent la mémoire de cette page de l'histoire. Un siècle après l'exhibition des Kalinas à Paris, leur histoire est mise au jour à l'occasion d'une exposition photo en Guyane. Pendant 100 ans, ils ont voyagé dans la mémoire des villages. Les samedis, à travers la photo, les 32 Galibis partis pour la France en 1892 se sont révélés pour la première fois à leurs descendants. Et je crois aussi que la communauté a tout de suite compris qu'il faut quelquefois permettre que se révèle la vérité. Je ne dirais pas toute la vérité, mais au moins une partie de l'histoire. Et je crois que ce voyage est aussi l'histoire de la communauté. Aujourd'hui, les descendants des Kalinas réclament le retour des restes de leurs ancêtres en Guyane. S'approprier une partie de leur histoire, c'est tout l'enjeu de cette réunion de Yopoto, ces chefs amérindiens, qui se sont retrouvés ici à Yawandé, un village sur une presqu'île du fleuve Maroni à l'est de la Guyane. Mais c'est un autre projet que les Yopoto, les chefs, souhaitent voir aboutir. Est-ce que, oui ou non, les Yopoto sont d'accord pour faire revenir nos restes humains, nos 6 restes humains qui se trouvent actuellement au musée de l'Homme à Paris? Promulguée en décembre 2023, une loi facilite la restitution à des États étrangers de restes humains conservés dans des collections publiques. Mais celle-ci ne prévoit rien s'agissant des territoires d'outre-mer. La Côte d'Ivoire en Loire-Atlantique, 5 ministres ivoiriens inaugurent aujourd'hui une nouvelle attraction du Safari Park de Port-Saint-Père. Reconstitution d'un village ivoirien avec ses habitants. Une opération réalisée en collaboration avec l'Office du tourisme d'Abidjan. Mais les figurants n'ont pas droit à la législation sociale française. Ils sont soumis aux lois ivoiriennes. Emmanuel Vigier, Christian Paulet. Une jolie carte postale de Côte d'Ivoire au Safari Club de Port-Saint-Père. Une jolie carte postale et pourtant bien des zones d'ombre. Ces 28 Ivoiriens, artistes et artisans, sont employés pendant 7 mois par le ministère du Tourisme ivoirien pour animer ce village improvisé. Résultat, ils ne bénéficient pas du Code du travail français, ils ne sont pas payés au SMIC, n'ont pas de couverture sociale du pays d'accueil. La CGT Spectacle s'élève vivement contre la gestion de ce personnel inhabituel. Ce qui est le plus grave, c'est que ces gens travaillent déjà depuis une semaine. Il y a 2 fillettes de 12 ans, il y a un garçonnet de 10 ans et demi qui font partie de la troupe et qui assurent les représentations chaque jour. Ces enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents qui sont restés en Côte d'Ivoire et ces enfants ne sont pas scolarisés et c'est une honte. La convention est très très claire pour ça. Même ils sont prévus le rapatriement s'il se passait quelque chose, donc ils sont sous la législation ivoirienne. Nous on ne s'occupe pas de ça. Parce que c'est le pays qui doit s'occuper de ça. Sinon, nous, les artisans, on est venus présenter notre pays vraiment, ce qu'on ne sait pas faire. D'après la commission interministérielle de lutte contre le trafic de main-d'œuvre, des travailleurs étrangers peuvent tout à fait exercer leur métier sur le sol français, mais des conditions sine qua non sont à respecter comme le SMIG et l'interdiction d'employer des enfants, des conditions qui ne semblent pas remplies au parc. Le syndicat CGT Spectacle en a alerté l'inspection du travail et la justice.